des résultats du mois d'octobre à partir de ce qu'on voit aujourd'hui. Mais bon, c'est toujours indicatif d'une certaine tendance, alors c'est à prendre avec un grain de sel, et c'est un peu en grain de sel qu'on va vous le commenter. D'abord, on enregistre pour le deuxième mois consécutif un certain tassement du vote de la CAQ et une remontée assez légère du Parti libéral. Ce qui frappe, évidemment, c'est le fait que le Parti québécois ne fait aucun progrès. Et je pense que Québec solidaire non plus. Non. Hein? Alors, donc, de ce côté-là, là, il y a une panne. Et il faut croire que Vincent Marissal n'a pas eu l'effet escompté pour attirer du nouveau monde à la CAQ. Ouais. En fait, comme ratage, comme démarrage de carrière politique, on ne peut pas imaginer mieux que ça. C'est ça. Il y en a qui disent qu'on a juste une chance de faire une première impression. Puis la sienne a été mauvaise. Elle est ratée. Elle est ratée complètement. Alors, voilà ce qu'on peut dire à peu près, en gros, sauf pour rappeler encore une fois que le Parti libéral ne parvient pas à monter en haut des 16 de soutien chez les francophones. Ça, c'est quand même 80 comtés, là. Oui. Ça fait que, ça va faire mal. Ouais. S'ils ne bougent pas de là, mais le problème qu'ils ont, c'est que pour aller faire le plein complet de leur vote anglo-allo, il a fallu qu'ils sortent avec des lignes vraiment terribles là, sur le racisme qu'on décrit chez la CAQ ou peu importe. Là. Oh, mais oui. ça, quand ils frappent comme ça, ils frappent la majorité francophone. Ça fait qu'à un moment donné, un peu plus loin dans le développement, il va falloir qu'ils reviennent pour essayer de se sortir du fameux 16 parce que s'ils restent là, ils sont enterrés. Mais ils sont morts. C'est ça. Et puis, ils risquent de connaître une déroute comme ils n'en ont jamais connue. Ben oui, c'est ça. Parce que pendant qu'ils travaillent le vote ethnique sur un bord, il y a un autre vote ethnique qui est le vote francophone. Voilà. Hein? Ça fait que si jamais ils se mettent ensemble, ce vote-là, eux autres, c'est fini pour le pouvoir. Là. C'est fini. Ouais. Alors, ce qui risque d'arriver. Voilà la façon dont ça se présente à ce moment-ci, mais encore une fois, on vous le souligne parce que c'est vraiment nécessaire de comprendre ça. Il est encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions à partir de ces sondages-là. Ouais. Puis c'est sûr que les problèmes du Bloc ont pesé sur un possible décolle du Parti québécois. Là. Ça, c'est certain. Là. Le monde regarde, dit quelle sorte de mouvement que c'est. On ne peut pas être plus deux de pique là, que ça. Là. Alors donc, ça, il faut que ça se résolve. Quand tu parles de deux pics, là, tu parles de qui? Je parle du mouvement, là. C'est la perception que le monde en a, là. Parce que l'image du mouvement, là, c'est les problèmes du Bloc. Ah, d'accord, le mouvement souverainiste. Oui, je parle du mouvement souverainiste. Ça pèse, alors qu'il y a des capacités, là, pour redresser le Québec et pas ailleurs, d'après moi. Non, on est d'accord là-dessus. C'est ça, c'est terrible, ça. C'est effectivement, c'est très inquiétant parce qu'il faut être quand même conscient d'une chose, c'est que la CAQ et le Parti libéral, c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc. Hein? Ah oui, on l'a déjà dit, on le répète. Quand on connaît l'historique de la CAQ, ça ne peut pas être autre chose. C'est les mêmes réseaux affairistes. Et puis, gars, vous voyez le programme, on s'échange le programme facilement, on s'échange le personnel facilement. Les trois ministres, les trois ministères les plus importants au Québec sont occupés par d'ex-caquistes. Hein? Bon, c'est pas compliqué, là. Ils peuvent coucher dans le même lit, pas de problème, pas besoin de changer les draps. Alors, c'est ça. Okay. Mais ça, parce que, en réalité, là, on va arriver à notre histoire parce que ce soir, on va vous faire un dossier important que vous avez travaillé depuis très longtemps. Puis, dans l'actualité, est arrivé un événement dans le procès Normando qui fait que ces informations-là que vous avez réunies avec le temps, bien là, elles pèsent. Elle nous donne un éclairage qui est assez troublant. On peut vous le dire. Elle pèse très, très lourd. C'est troublant. Alors, on parle de quoi? De la suspension du procès Nathalie Normando, Marc-Yvan Côté, survenu vendredi dernier à Québec, hein, parce que c'était une décision qui a été prise par le juge Dionne. Lourde de conséquences. Très lourde de conséquences, parce que cette décision-là
a eu pour effet, finalement, de reporter ces procès-là littéralement aux calendes grecques. Et je vais vous expliquer comment. La question qui était posée était la suivante. C'était posée par les les avocats de Marc-Yvan Côté. Ils souhaitaient obtenir le report du procès de l'audition qui devait commencer lundi devant le juge Perrault et attendre que la Cour d'appel ait statué sur la question du secret professionnel de Marie-Maude Denis qui refuse d'identifier ses sources. Parce qu'il y a eu coulage. Parce qu'il y a eu coulage, oui. De ce dossier-là. Voilà. Mais pas seulement ce dossier-là. Puis ça va être important tantôt dans notre conclusion. On va revenir là-dessus. Oui. Alors, donc, le juge Dionne a accédé à la requête de Marc-Yvan Côté et il a effectivement reporté toute décision relativement à la tenue du procès, au moment où il va pouvoir débuter, à la décision qui doit être rendue par la Cour d'appel à ce sujet. Maintenant, il faut comprendre qu'une décision de la Cour d'appel, quelle qu'elle soit dans le sens d'une obligation de témoigner ou d'un refus ou d'une acceptation du refus de témoigner, aura le même effet. Dans un cas, c'est soit la couronne qui va porter l'affaire en appel devant la Cour suprême parce qu'il s'agit d'un enjeu d'importance. Le secret professionnel des journalistes, c'est important. Et donc, c'est un sujet qui va nécessairement se retrouver devant la Cour suprême une fois qu'il aura été traité par la Cour d'appel. Maintenant, vous comprendrez qu'à partir du moment où ça va requérir l'intervention de la Cour suprême, les délais vont être en conséquence et que la décision ne sera pas prise rapidement. Ce qui veut donc dire que les délais vont s'accumuler dans l'affaire Nathalie Normando, Marc-Yvan Côté, et éventuellement même, parce qu'il restera ensuite à revenir devant le juge Perrault pour l'audition, et puis il y a une requête en récusation du juge Perrault. Alors, vous comprendrez qu'on n'est pas sorti de l'auberge et que finalement, c'est un sabotage judiciaire de ce procès-là. Il est reporté au calendrier grec. Il est même fort possible qu'il ne puisse jamais se tenir. Et évidemment, à un moment donné, l'arrêt Jordan va intervenir, va jouer. Écoutez, une chose est sûre, la décision du juge Dionne fait en sorte que d'ici l'élection, il n'y aura pas aucun témoin dans la boîte pour nous expliquer le modus operandi du régime libéral avec ses stratégies de financement, etc. Autre chose aussi... Oui, allez-y donc. C'est très important de savoir qui est le juge Dionne. Oui, mais oui, parce que c'est important, certain, parce que cette décision-là apporte pas juste sur cette cause-là. Non. Oh! Elle a des effets de débordement sur toutes les autres causes qui sont... surtout les causes où il y a eu coulage dans les médias. Et là, on parle ici du dossier de la Société immobilière du Québec et on parle de l'enquête Machuré qui met en cause Jean Charest, Marc Bibeau. Comprenez là, la portée de cette décision-là? Alors qui est le juge Louis Dionne? Ah oui, hein? Bon. Alors, évidemment, il est juge depuis 2011. Il a dû abandonner ses fonctions de directeur des poursuites criminelles et pénales à la suite de plaintes qui ont été portées contre lui par ses propres procureurs. Ben oui, puis c'est documenté là, dans les médias. C'est pas nous qui vous inventons ça, là. Un article qui était paru dans le Journal de Montréal, 22 février 2011, les procureurs réclament le départ de Louis Dionne. Écoutez, c'est pas rien. Le président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, selon lui, l'indépendance entre le gouvernement et le directeur des poursuites criminelles et pénales n'est pas réelle. Le protecteur du citoyen, le directeur général d'élection, le vérificateur général relèvent tous de l'Assemblée nationale. Comment se fait-il que le directeur des poursuites criminelles et pénales se rapporte, lui, au gouvernement? C'était l'interrogation qui était soulevée à l'époque.
La question est d'autant plus importante dans la mesure où Louis Dionne relève directement du Conseil exécutif, le ministère du Premier ministre. Alors, écoutez... C'est Jean Charest qui le nomme. D'abord, il est nommé directeur des poursuites criminelles et pénales sous Jean Charest. Hein, c'est un mandat de 7 ans, je pense, si ma mémoire est fidèle. Et au bout de 4 ans à peine, il abandonne ses fonctions parce qu'il est mis en cause, non seulement par des procureurs, mais également par des policiers. Allez-y donc. Au moment de l'affaire Thomasy. Ah. Alors, imaginez que, plutôt que de porter des accusations que les policiers lui demandaient de porter, le directeur des poursuites criminelles et pénales, ça c'est la presse, Caroline Touzin, le 24 septembre 2011, le DPCP a demandé ce mois-ci des compléments de preuve aux enquêteurs de l'UPAC qui estimaient que leur dossier était complet. Irrités, les policiers se sont tout de même pliés promptement aux demandes de la poursuite. Résultat, la frustration était grande, comme la presse le disait sous la plume de Fabrice de Pierrebourg et André Noël le 18 novembre 2011. C'est ça. Donc, on a les procureurs de la Couronne et des policiers. Voilà. Mais revenons revenons encore sur Louis Dionne, parce que... oui, c'est sûr. On dose son cas. Là. Je vous dis une chose, que ce monsieur-là, il a tout un pédigré. D'abord, il faut savoir que... il offre des garanties au régime. Oui. Ce gars-là, il a commencé sa carrière dans la Gendarmerie royale du Canada. Ensuite, il est passé au Québec. Il est revenu au ministère de la Justice à Ottawa. Il est repassé au ministère de la Sécurité publique au Québec. Il est allé à la direction des enquêtes criminelles à la Sûreté du Québec. Il a fait l'aller-retour, je ne sais pas combien de fois, dans sa carrière entre le fédéral et le provincial, et le gouvernement du Québec. Et il s'est imaginé que non seulement ça, mais il était colonel du régiment des voltigeurs. Ben oui. Commandant, pardon, excusez-moi. Et savez-vous quoi? Qui était le lieutenant-colonel du régiment honoraire du régiment des voltigeurs au moment où il était commandant? Un sujet d'intérêt pour vous. Oui, nul autre que Paul Desmarais. OK. Hein? Donc, il offrait toutes les garanties. Ça vous donne... au moment où Et le fameux régiment des voltigeurs va être présent aux funérailles de Paul Desmarais pour lui rendre les honneurs militaires. Ben oui. Bon. Ben voyons. OK. Alors, imaginez-vous aussi que ce Louis Dionne, qui était dans l'armée, comme dans la réserve, hein, évidemment, quand on est colonel d'un régiment comme les voltigeurs, et puis qu'on a des activités professionnelles comme les siennes, c'est nécessairement qu'on est dans la réserve, mais qu'on est appelé à faire du temps de service tous les ans, environ 3 ou 4 mois, ça dépend des fonctions. Il est bien incorporé dans l'État profond. Ben, il est très incorporé dans il est au cœur de l'État profond. Canadien, au cœur. OK? Et il faut comprendre que ce bonhomme-là, en 1995, au moment du référendum, il était en fonction au Québec. Mais alors, la question qu'on se pose... oui, mais au service de qui? Il était sur la watch. Mais alors, tu te souviendras qu'à la commission Gomery, on avait appris par le chef de cabinet de Jean Chrétien, Jean Pelletier, l'ancien maire de Québec, que le gouvernement fédéral était en guerre contre le mouvement souverainiste. Ben oui, il y a juste le mouvement souverainiste qui ne le sait pas. Il y a juste le mouvement... Alors, je veux dire, la question qui se pose, bien sûr, c'est, quelle était la mission du commandant du régiment des voltigeurs pendant le référendum de 1995? On peut se poser toutes sortes de questions. Mais en 2012, juste avant de perdre de pouvoir, Jean Charest va le nommer juge. Voilà. Parce que là, il risquait de perdre le pouvoir. Alors, ce qui est très intéressant de noter, c'est les liens qu'entretient, je ne sais pas s'il les entretient encore, mais à l'époque, les liens qu'il entretenait avec Jacques Dupuis, qui était le ministre de la Sécurité publique sous Jean Charest. Le gardien des grandes œuvres. Je vous prie de me croire que si vous voulez avoir le détail des actions et des activités de Jacques Dupuis, j'ai écrit un article
justement, sur Vigile, que vous pouvez trouver assez facilement, qui parle de l'État profond canadien et le rôle qu'il a pu jouer, lui, dans cet État profond-là. OK. Puis pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, il y a votre texte, le dernier, qui est là, sur Vigile, puis qui, semble-t-il, a intéressé beaucoup de monde. Ben oui, écoute, j'ai été surpris moi-même. En 48 heures, je pense qu'on est allé chercher... 72 heures, on est allé chercher 18 500 lecteurs. C'est ça. C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Et puis, sûrement, il y a des journalistes là-dedans. Il y a aussi la vidéo que vous avez publiée sur Nomos TV. Oui. Et puis que vous resserrez ça. Et puis, bon... Oui. Et bon, concernant lui, Dionne, donc, il va être nommé juge. Et c'est pour ça que, par hasard, il se retrouve là pour prendre cette décision-là. Oui. Alors, mais attention... On fait attention tout le temps. C'est pas rien, là. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il est d'abord nommé juge à la Cour du Québec, qui relève de l'autorité directe du gouvernement du Québec. Mais on veut tellement lui donner de la distance par rapport au gouvernement du Québec que à peine 18 mois plus tard, il est récupéré et nommé juge à la Cour supérieure par le fédéral. Ben oui, il fait du va-et-vient facilement. Ben oui, on l'a vu, hein? Il a offert des garanties partout. Alors, écoutez, c'est incroyable. Et c'est donc lui qui a rendu la décision vendredi matin. Qui a une portée incroyable. Parce que là, comment penser que les dossiers qui ont été coulés, que je disais tantôt, la Société immobilière du Québec, et puis le dossier Machuré, ces dossiers-là, ils vont être dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire, on attend la décision pour voir si on peut avancer avec ceux-là pour des accusations. Dans le cas de Marc Bibeau, vous savez qu'il y a une requête qui est justement en train de faire le parcours jusqu'à la Cour suprême, là, parce que dans le mandat de perquisition, ils ont saisi un ordinateur et apparemment, là, en tout cas, il a allégué qu'il y avait une communication là-dedans, un échange de courriel avec un avocat et que donc, là, c'est le secret professionnel qui est invoqué, mais là, c'est la paralysie. C'est d'ailleurs Lafrenière qui nous dit que c'est ça qui fait que... Alors, regarde simplement la différence de traitement au Canada et aux États-Unis. Le même problème se pose à l'heure actuelle aux États-Unis avec des conversations privilégiées entre Trump, le président, et son avocat, Mitch Cohen, qui vient d'être arrêté. Perquisitionnant, quoi. Perquisitionné, hein? Oui. OK. Alors, tu te rends compte? Aux États-Unis, on procède, on perquisitionne. Ici, là, oui, c'est-à-dire, vous savez, la juge Guibault, qui fait des commentaires, qui est à la retraite, puis qui fait des commentaires à la télévision, puis elle dit, le juge peut très bien procéder, puis voir plus tard si la décision de la requête est à l'effet que le procès est annulé ou que le verdict est changé. Bon, mais ça y est. Mais sinon, ils peuvent très bien procéder sous réserve de... Alors donc, cette décision-là, c'est une décision qui a une portée politique considérable. Et donc, c'est important. Vous êtes le seul à avoir retourné sur le parcours de ce juge-là, faire son profil, puis voir l'incidence politique. Absolument. Il n'y a pas de médias qui l'a fait. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Comment se fait-il? Parce que bon... Mais c'est pas mon métier, moi, journaliste à la base. C'est ça. Et là, on revient en 2011, parce que là, c'est l'appareil judiciaire sous contrôle OK? Sous forte influence, OK? Alors, en 2011, on sait qu'on est dans une période très chaude. Les pressions sont énormes pour qu'on obtienne une commission d'enquête sur la collusion-corruption et qui met en cause, en réalité, le régime. Et puis donc, les gens, et on va finir par avoir une commission d'enquête qui s'appelle la commission Charest-Charbonneau. Hein? Pourquoi? Parce que je vais vous l'expliquer. Parce que dans la période de 2011, au niveau du corps de police, OK? Le corps de police qui a juridiction exclusive pour enquêter sur des crimes qui mettent en cause l'intégrité de l'État. L'intégrité de l'État. Et juridiction exclusive, la loi de la police, c'est très important parce que si eux autres ne le font pas, il n'y a personne d'autre qui a juridiction. Ça veut dire que ceux qui sont là, en poste, puis qui dirigent le trafic dans ce département-là, là, ils ont une responsabilité énorme. Énorme, surtout dans le contexte où ça sent fort de partout. OK? Voilà. Bon, alors donc, Lafrenière
Ah oui, alors c'est Lafrenière, la deuxième carte. Oui, Monseigneur. Lafrenière ici. Oui. Là aussi, de l'intérieur, sa crédibilité est mise en cause par rapport à son lien possible comme défenseur du régime. Bien oui, bien sûr. Ouais. Okay. Alors, c'est un communiqué de la Sûreté du Québec qui date du 16 mars 2011, qui s'intitule... Ça, c'était sa nomination. Nomination de M. Robert Lafrenière à titre de commissaire de l'unité permanente anticorruption. Dans le temps où on fait pression pour la commission. Voilà. On retient ça. Et puis alors, l'ancien directeur de l'époque, le directeur général de la Sûreté du Québec, M. Richard Deschênes, a salué aujourd'hui la nomination de M. Robert Lafrenière au poste de commissaire de l'unité permanente anticorruption. En plus d'être hautement qualifié, pour ce poste, M. Lafrenière apportera à cette nouvelle unité sa vaste expérience acquise tout au long de sa carrière policière, de même que celle qu'il a su développer ces dernières années à titre de sous-ministre au sein du ministère de la Sécurité publique. Donc, nommé par les libéraux. Qui était le ministre de la Sécurité publique? Jacques Dupuis. Jacques Dupuis, celui dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un gardien de... Alors, c'est des copains. Ah oui, ben oui. Yeah. OK? Il porte avec lui un solide bagage et des connaissances qui bénéficieront maintenant à l'ensemble de la population québécoise, a déclaré M. Deschênes. OK, ça continue, parce que là, tout de suite, après sa nomination, de l'intérieur de la Sûreté du Québec, du corps de police, ça se met à gronder. Ça se met à gronder et ils mettent en cause sa crédibilité, puis c'est grave. Oui. Alors, ça, on tombe maintenant au 23 septembre 2011, encore dans la presse, Fabrice de Pierrebourg et André Noël. Il faut savoir qu'André Noël, après avoir quitté la presse, il est devenu recherchiste pour la commission Charbonneau. Oui. Hein? C'est très important de le noter. Ulcéré par... alors, des policiers de la SQ veulent une enquête publique. Voici ce qu'ils écrivaient. Ulcéré par l'ingérence du gouvernement à qui il reproche d'orienter... Écoutez, c'est pas rien, là. À qui il reproche d'orienter leurs enquêtes sur la corruption et la collusion, des policiers de la Sûreté du Québec réclament une enquête publique dans une lettre en tête de leur organisation adressée à la presse. Et ils réfutent l'argument de Jean Charest, qui répète qu'il faut se fier aux enquêtes de police. S'il le dit. Tu comprends? S'il le dit. C'est parce que c'est lui qui organise la gamique. Faites pas confiance à Jean Charest. Non, vraiment pas. L'auteur accuse sans détour le gouvernement d'ingérence. La Sûreté du Québec est une excellente organisation policière. Cependant, j'ai le regret de vous apprendre qu'il n'y aura aucun membre du gouvernement actuel qui sera accusé par la SQ ou l'UPAC. Pourquoi? Dans notre système actuel, il n'y a aucune indépendance entre le pouvoir policier et le pouvoir politique, et c'est ce dernier qui dicte ses ordres au DG et au DGA de la Sûreté du Québec. Aïe aïe. Ça vient de l'intérieur de la Sûreté du Québec. La lettre a été authentifiée par les médias. OK? Alors, donc, ça vient au niveau de l'état-major. Oui. C'est pas un patrouilleur là, qui donne l'étiquette sur l'autoroute. C'est important de lire la suite. C'est toujours cet article de Fabrice. Nos enquêtes sont orientées sur des cibles précises et nos enquêteurs doivent constamment tenir informés leurs supérieurs de leur évolution. Comprends-tu que surtout les supérieurs veulent savoir exactement... La suite est intéressante parce que je vais faire un commentaire. Aucun membre du gouvernement ne sera enquêté sans que M. Martin Prudhomme, celui qui est le directeur... de la Sûreté du Québec actuelle. On va y arriver. Pas de la Sûreté du Québec à l'heure actuelle. Il est directeur de la police de Montréal, SPVM, par intérim. Il couvre beaucoup de terrain, ces gens-là. OK. Sous-ministre à la Sécurité publique ou que M. Robert Lafrenière, commissaire de l'UPAC, en soit informé. Autrement dit, il bloque. Non, regarde, c'est ça, là. Ça vient de l'intérieur. C'est pas la théorie du complot, c'est du monde qui savent, là, OK? C'est du monde qui savent, là, OK? Alors donc, il y a un autre... Tout ça, ça explique de quelle façon? Oui. La lettre non signée est écrite sur le papier officiel de la Sûreté du Québec. Sur l'enveloppe est imprimée l'adresse du quartier général rue Partenay à Montréal. La presse a pu faire vérifier son authenticité. C'est ça. Dans cette lettre-là, il dit « Nos enquêtes sont limitées aux municipalités et aux syndicats, le milieu syndical. » Alors, retenez ceci, OK? Le mandat de la commission Charbonneau, pourquoi ça s'appelle... c'est exactement le même périmètre que eux, il y avait comme carré de sable pour jouer. Si tu sors de ce carré de sable-là, tu t'en vas en direction de Québec. Du gouvernement. Souvenez-vous, à l'époque, les scandales
Ah ouais, ben oui. Il faut les appeler par leur ben nom. Oui, à propos du ministère des Transports à Québec. Oui. Et ça n'a pas arrêté. Oui, ça n'a pas arrêté. Et donc, concernant le ministère du Transport, ils ont coupé toutes les possibilités qu'il y ait une enquête qui se dirige vers ça. La commission Charbonneau ne pouvait pas se diriger vers ça. Puis il y avait aussi Hydro-Québec, etc. Et puis, il y avait le dossier de la Société immobilière du Québec qui devait apparaître à la commission Charbonneau puis qui a été bloqué parce que à l'intérieur, ils ont dit, gars, on est dans des processus d'enquête, ça nuira à l'enquête. Alors, quels sont les enquêteurs qui étaient là? Ceux qui étaient nommés par Lafrenière. OK? Bon, c'est ça. On est rendu là, OK? Voilà. Et là, ce climat-là, OK? C'est pendant que le Parti libéral est au pouvoir depuis 2003, est en 2011, 2012. 2012, il parle de pouvoir. Là, il y a un gros changement. Oui. Là, il y a un gros changement. Changement à la Sûreté du Québec. C'est ça. Alors, ça c'est l'arrivée de Pauline Marois à la tête du gouvernement. La seule affaire qui a été faite, vraiment, qui a une portée, là, on pourrait dire, à ce niveau-là, par le Parti québécois, c'est la nomination de Mario Laprise. Alors, ça, c'est Radio-Canada, les nouvelles, 10 octobre 2012, changement à la tête de la SQ. Le gouvernement péquiste annonce que le directeur de la Sûreté du Québec, Richard Deschênes, nommé par les libéraux en 2008 pour un mandat de 5 ans, est remplacé par Mario Laprise. Quand ce genre de changement survient, le directeur général se refait un cabinet, a expliqué M. Veilleux. Mario Laprise a en effet obtenu l'autorisation de modifier à sa guise sa garde rapprochée. Bon. Pierre Veilleux est élu président de l'Association des policiers provinciaux du Québec, la PPQ. Et là, il va arriver une chose. Alors, le mandat du nouveau directeur de la SQ, selon Mario Laprise, rétablir l'intégrité de l'État. Pourquoi? Ben parce qu'elle est vachement compromise. Et là, on arrive exactement à un moment où il y a une révélation qui est faite par rapport à la fameuse enquête dossier Machuré. Oui. Parce que dossier Machuré, quand lui il arrive, il se rend compte, Mario Laprise, quand il arrive qu'il y a un mandat de perquisition qui vise le Parti libéral, qui va devenir le dossier Machuré, qui dort dans un tiroir. Et là, il va l'activer. Ça, c'est ici, qui ont lieu cet été. Bon, OK, on est en 1er novembre 2013, il y a eu une perquisition. C'est ça. Alors, au siège social du Parti libéral. C'est ça. Non. Les perquisitions qui ont eu lieu au Parti libéral du Québec cet été étaient programmées à l'origine pour juin 2012, alors que le gouvernement Charest était encore au pouvoir. Or, ces perquisitions ont été annulées pour des raisons inconnues. C'est ça. C'est ce que l'on apprend dans les affidavits rédigés en juillet 2013 par un enquêteur de l'UPAC, Escouade Marteau, c'était pas encore tout à fait l'UPAC, de la Sûreté du Québec en vue d'obtenir des nouveaux mandats de perquisition du siège social du PLQ rue Waverly à Montréal. C'est ça. Et ça, il y a déjà la directrice des communications du PLQ, Gabrielle Collu, a nié qu'il y ait pu y avoir ingérence politique dans cette affaire. Pendant ce temps, les cibles de l'UPAC ne sont pas identifiées pour protéger l'enquête en cours. Tout indique qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Les acteurs impliqués entretenaient des liens privilégiés. Il est question de destruction de documents dans les échanges par courriel. Les enquêteurs n'ont d'ailleurs pas été en mesure de retrouver certains documents. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est que pendant que le mandat dort, il y a des gens qui sont avisés qu'il y a un mandat qui va être exécuté et que donc, ce serait une bonne idée d'avoir une déchiqueteuse. Avoir un petit budget pour ça. Ben oui. Okay. Donc, on voit là, hein? On voit, c'est ça. Là, naturellement, ça a mis le Parti libéral dans l'embarras parce que finalement, cette enquête-là, il va y avoir 60 témoins qui vont être rencontrés. On ne va pas toute la raconter, mais il y a un événement dramatique qui est arrivé. Il y a le directeur de l'époque du Parti libéral, qui s'est renfermé dans l'omerta, etc. Écoutez, ça sent fort, OK? Ça sent fort. Puis, quand il y a eu le coulage de ce dossier-là dans les médias, on a vu la fiche de police de Jean Charest puis Marc Bibeau. Là. Ça fait en tabarnak. Bon. Alors donc, le Parti québécois perd le pouvoir en 2014. Qu'est-ce qui arrive avec Mario Laprise? Éjecté. OK? Et là,
le sous-ministre nommé patron. Le sous-ministre, ici, c'est qui? Plusieurs. On est le 22 octobre 2014, hein? Et puis, ça fait quelques mois qu'ils sont au pouvoir. Plusieurs sources confirment qu'il constituait le choix le plus safe pour le gouvernement, alors que l'expérience de Prudhomme au sein des fonctions publiques a pesé lourd dans le choix de Québec. C'était le choix safe. Même le journaliste l'a dit, là. Il faut rappeler, hein, c'est toujours intéressant de le souligner, que le commissaire de l'UPAC, M. Lafrenière, dit Monseigneur, et le beau-père de Martin Prudhomme. C'est ça. En 2009, Martin Prudhomme a été nommé sous-ministre adjoint aux affaires policières sous le gouvernement Charest, alors que Jacques Dupuis était responsable de la sécurité publique. Puis, en 2011, sous l'égide de Robert Dutil, a été nommé sous-ministre en titre. Bon, c'est des choix safe, OK? Donc, par après, là, on a... Alors, ce qui est Jean-Claude, normalement, le travail de ces gens-là devrait rétablir l'intégrité de l'État, devrait constituer à nettoyer les écuries d'Augias. Hein? OK? Et non seulement ils ne font pas leur travail, mais les policiers se plaignent eux-mêmes d'être bloqués dans leur travail par leur patron. C'est pas rien, là. Vous vous rendez compte? On est vraiment en pleine république de bananes. C'est ça. Donc, après 2014, ici, on est le 22 octobre 2015. Denis Lessard, il dit dépôt d'accusation, l'UPAC s'impatiente. Là, il y a du monde à l'intérieur qui s'impatiente. Il faut comprendre pourquoi que 2016-2017, il y a des dossiers qui coulent, hein, parce qu'ils n'ont pas d'espérance que... Hein? Donc, une demi-douzaine d'enquêtes complétées par l'Unité permanente anticorruption, l'UPAC, dorment depuis plusieurs mois au bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales. De ces dossiers, 2 touchent le financement du Parti libéral. Voilà. Et donc, les enquêtes sont bouclées depuis le début 2015 et la Couronne a cessé depuis longtemps de demander des compléments d'information. Du point de vue de l'UPAC, ces dossiers n'attendent plus que la décision de déposer ou non des accusations. Et encore plus grave, OK? Il y a une opération policière qui a été montée en 2015 qui s'en allait pour arrêter des gens en lien avec ces enquêtes-là et qui, vous savez, quand ils montent une grosse opération policière de même, il y a toute une logistique à préparer, etc. Et que donc, il y a déjà conclusion pour la Couronne à l'effet que, oui, on porte des accusations, ça fait que, bon, la logistique se met en place, puis on va frapper. Mais là, au moment où il était pour frapper... Oui, non, là, ils ont été interceptés au moment même où ils allaient frapper à la porte. Oui, puis là, ils se sont fait dire, la Couronne ne signe pas les actes d'accusation. OK? Alors, l'UPAC... Le mécontentement chez les troupes a grimpé d'un cran le printemps dernier, donc printemps 2015. La Couronne devait déposer des accusations le jeudi saint, une décision qui permettait d'arrêter un acteur important. Le scénario de l'opération était établi d'un bout à l'autre de la chaîne du côté policier. On avait même prévu les congés en fonction de cette date d'opération inhabituelle. Ces interventions se font généralement en milieu de semaine, au moment où les effectifs sont à leur maximum. Contrairement à ce qu'il avait été indiqué au corps policier, le DPCP s'est esquivé à la dernière minute. Les accusations attendues n'ont pas été déposées. Encore là, Maître Boucher du DPCP se refuse à tout commentaire. Alors, vous voyez, les enquêtes qui étaient menées sous la prise, qui arrivaient à conclusion, quand les libéraux ils ont repris le pouvoir... Terminé. Voilà. OK. Alors, vous comprendrez là maintenant pourquoi on vit dans une situation aussi épouvantable. Et, je veux dire, le degré de corruption, là... Ouais. Il y a une conclusion là-dessus. Vas-y. C'est même octobre 2015, au moment où ça arrive puis que ça devient public. Vous connaissez sans doute un enquêteur retraité de la Sûreté du Québec, Sylvain Tremblay. Oui.
l'un des principaux responsables des opérations Shark et Diligence, soutenait le 22 octobre à RDI que lorsque des gens puissants étaient touchés, il fallait se battre, il cite, je cite au guillemets, il fallait se battre contre les procureurs frileux pour faire débloquer nos dossiers. Ferme les guillemets, rouvre les guillemets, on cherche à protéger le pouvoir ou des gens qui seraient peut-être près du pouvoir, a-t-il dit. Là, ça vient pas des gens qui ont... Non, c'est pas des... perdus dans la foule. Là. Non. C'est pas des... C'est des gens qui savent exactement mais ce qui se passe. Sylvain Tremblay, c'est un bonhomme qui a été directeur des enquêtes criminelles pendant je ne sais pas combien d'années. Le crime organisé et tout. Regarde, il conclut. Au reste, les deux premiers... DPCP, Louis Dionne et Claude Lachapelle ont, après leur mandat, été nommés juges par Québec. Espérer, même secrètement, une telle nomination ne risque-t-il pas, parfois, de susciter quelques frilosités? Ça, c'est écrit dans le journal, là. Oui, puis c'est la presse, là. Ah, c'est pas nous autres qui le disent. OK. Puis là, là, on ne va pas continuer. On va juste vous dire, gars, parce qu'il y a eu, après une série de démissions, il y a eu sabotage complet du DPCP par qui? Par Couillard. Voilà. Okay? Quand il essaie de se distancer de Charest, là, c'est le cover-up de Charest. Complet. Okay? Et on découvre aujourd'hui jusqu'où Couillard est allé. Hein? Dans l'affaire Rona. Ah! Ouais, t'allais pas oublier ça quand même. Non, mais rappelez-moi là. C'est parce qu'il y en a tellement de dossiers. Alors, on pourrait vous en mettre assez épais, hein? Alors, dans le Journal de Montréal ce matin, dans la presse un peu plus tard, dans le Devoir, dans le courant de l'après-midi, on retrouve des articles où on raconte que l'ancien ministre Jacques Daoust a laissé quelques notes avant son décès. Il est mort au mois d'août. En 2017, donc il n'y a même pas un an. Et M. Daoust avait été contraint, c'est du moins le témoignage qu'il laisse dans les posthumes qu'il laisse dans ses notes, de mentir. On lui a demandé de dire qu'il avait validé la transaction Rona. Même une transaction si ma mémoire est fidèle, c'est quelque chose comme 3,2 milliards. C'est une décision, une transaction qui a impliqué la Caisse de dépôt et de placement. C'est une transaction qui a fait en sorte qu'un fleuron de notre commerce au détail, Rona, soit vendu aux Américains Lowe's. Okay? Et cette transaction-là s'est faite littéralement dans le dos du ministre Daoust, alors qu'il était, lui, le ministre responsable, et qu'il y était opposé. Alors, la nouvelle sort aujourd'hui, et il y a même un de ses fils qui explique que oui, effectivement, c'est ce que son père lui avait raconté, etc. Oui. Dans ce dossier-là, OK, les actions détenues par Investissement Québec servaient au blocage d'une prise de contrôle. Ouais. OK? En lien avec les actions détenues par la Caisse de dépôt. Alors donc, à partir du moment où Rona renonce à cette capacité de contrôle-là avec la Caisse de dépôt, il reste la Caisse de dépôt qui, peut vendre. Maintenant, là-dedans, la question que personne ne pose, parce que M. Daoust, il indique directement le bureau de Couillard, qui a donné l'OK. Directement. Il ne fait pas indiquer, il implique. Oui, il l'implique directement. Lui, il se cache derrière son chef de cabinet. Ouellette. Pierre Ouellette, c'était le chef de cabinet de Jacques Daoust. Oui, c'est ça. Il se cache derrière lui. OK? Couillard, il se cache derrière lui. Là-dedans, il y aurait un courriel qui aurait été envoyé et qui aurait dit OK. OK à Investissement Québec. OK dans un courriel pour se débarrasser de... Et ce OK-là, émanant du bureau de Jacques Daoust, il a été représenté comme étant de Jacques Daoust lui-même, alors que Jacques Daoust, à titre posthume, vient nous déclarer que ça n'était pas le cas du tout. Il était opposé à la transaction. C'est ça. Et là, lui, en tout cas, Jacques Daoust, on va y revenir, mais la conséquence de ça, c'est que si, mettons,
pour des raisons, le gouvernement du Québec, le gouvernement Couillard, pense que Rona n'est pas un actif stratégique pour le Québec. OK? Il peut penser ça. OK? Et donc dire, écoutez, si jamais il y a une offre de prise de contrôle, on lâche le morceau. OK? À ce moment-là, Investissement Québec attend l'offre, parce que là, c'est sûr que c'est dans l'air. OK? C'est dans l'air parce qu'ils obéissent à des gens là, derrière les rideaux. Alors, c'est dans l'air. Alors, s'ils décident, Investissement Québec dit « OK, parfait, on ne va pas faire du blocage, mais on attend l'offre. » Ce qui arrive dans une prise de contrôle, vous êtes certainement placé pour le savoir. Oui. Il y a une méchante prime qui vient avec l'offre bien sûr, OK? Bien sûr. Et savez-vous combien que c'est la prime à laquelle Investissement Québec a renoncé? 100 millions. 100 millions de dollars. 100 millions de dollars à cause de l'ordre de Philippe Couillard. Alors, qui a profité de 100 millions-là? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais attendez, on ne le sait pas. Moi, quand j'ai vu cette transaction-là, à l'époque, j'étais curieux de voir le fond de l'affaire et je me suis mis à fouiller. Et puis, tu sais que quand je me mets à fouiller, en général, je trouve des choses. Alors, effectivement, j'ai écrit un article. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? J'ai rapidement trouvé que c'était l'ombre des Desmarais qui se profilait derrière cette transaction-là, par l'entremise d'un membre du conseil d'administration de Power Corporation qui s'appelle Marcel J. Couture. C'est un personnage haut en couleur qui, malgré son nom, vient de l'Alberta. Il a fait sa fortune dans le pétrole. Et il siège à toutes sortes de conseils d'administration, dont celui de Power et de plusieurs des compagnies du groupe Power, la financière Power. Il y a ses entrées. Il y a ses entrées. Et il siège également en compagnie au conseil d'administration d'une autre entreprise qui s'appelle The Berkshire Group. Et c'est un groupe très, très fort, très influent, basé à Toronto, et sur lequel siège, comme par hasard, siège probablement encore une dame qui, elle, siège aussi sur le conseil de Lowe's, qui a acheté Rona. Les communications. Alors, tu sais, à un moment donné, là... Le courant passe. Ben oui, parce que ces gens-là ne sont pas membres du conseil d'administration pour rien. Leur job n'est pas passif. Quand tu es membre d'un conseil d'administration, c'est du réseautage, puis c'est du réseautage puissant. OK? Alors, Marcel Couture a entendu parler de cette transaction-là. Il a certainement fait rapport à Power. Power contrôlant la caisse de dépôt. Encore, parce que, tu sais, ça a beau être dirigé par Sabia, c'est toujours Henri-Paul Rousseau qui colle les shots, comme on dit en bon français. Et voilà comment la transaction s'est organisée. Et quand tu regardes le rôle qu'a joué la Caisse de dépôt dans la transaction, de remplacer le conseil d'administration, de tout ça, je veux dire, tu réalises que la Caisse s'est beaucoup investie dans ce dossier-là. Ouais. Il lui a apporté un intérêt qui est quand même assez surprenant et donc qui amène au besoin de soulever beaucoup de questions sur la question de savoir, finalement, à qui a profité la transaction. Ben oui, c'est ça. Donc, on voit que c'est pas la Caisse qui a protégé l'économie québécoise. Là, pas du tout. Sa vocation là, qui lui a donné naissance. Pas du tout. Au contraire, elle a contribué à accélérer le dépouillement du Québec. C'est ça. C'est parce que le monde ne comprenne pas qu'abandonner l'État à un régime comme le régime libéral pendant 15 ans, là... Okay, tu te fais saigner. Tu te fais saigner de partout, puis en parlant de saignage, on va aborder à un moment donné d'autres dossiers comme Hydro-Québec. Vous allez voir, ça saigne, hein? Oui. Ouais. Non, mais là... Mais c'est pas un thème. On dirait que c'est pas le thème. Puis là, vous avez conclu votre fameuse vidéo sur Nomos TV avec cette conclusion-là, savoir c'est quoi l'enjeu de l'élection qui vient, entre autres. Ben oui, il n'y en a qu'un seul enjeu à l'heure actuelle, c'est l'intégrité de l'État. Ah oui, c'est ça. Fait que là, et puis, il faut comprendre que c'est ni l'éducation, ni la santé. Puis, bien sûr que c'est des choses importantes, mais
ça s'ajuste. Autant pour la santé que pour l'éducation, si vous n'avez pas au départ la garantie de l'intégrité de l'État, il n'y a rien. Tout est corrompu. Un parti peut prendre le pouvoir, il est au gouvernement, mais vous avez toute la machine, l'appareil d'État qui est aux mains de cette gang de crosseurs-là. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Et puis que là, ils peuvent saboter le gouvernement puis continuer à faire leur passe. Je vais te pardonner tes écarts de langage, Jean-Claude. Mes écarts? Je n'ai pas fait d'écarts, moi. Ben, comment tu les as appelés? Hein? Des crosseurs, tu sais, ça n'a pas d'allure, tu sais. Non. Bis repetita non nocet. Non, ça... Mais on n'est pas à niveau. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? À cause des médias. C'est ça. Bien sûr. On vient juste de faire un dossier, là. Dion, ils n'ont pas vu que ce gars-là, il posait un problème là, par rapport à cette décision-là. Là. Ben, on le soulignait. L'enquête que j'ai faite, moi, sur le juge Dion, personne, il n'y a aucun média qui a fait ça. Oui, mais là, il y a des journalistes qui vous ont lu parce que vous êtes rendu à proche de 20 000 lectures. Là. Sur le nombre, il doit y avoir quelques journalistes. Ben oui, en tout cas, ou quelqu'un qui connaît un journaliste. Je ne sais pas, moi, là. 20 000, écoute, c'est beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, c'est un sujet d'intérêt, hein, pour le moins. Mais ce qui arrive, c'est que ça, c'est un morceau de puzzle. OK? Et là, on ramasse les autres morceaux de puzzle parce qu'on va y venir à un moment donné. On place tous les morceaux de puzzle, puis la photo qu'on a, c'est quoi? C'est une entreprise dirigée en système, la collusion-corruption dans un État. OK? Et là, on s'en rend compte, on vient de le faire, l'appareil judiciaire, qui est supposé défendre l'intégrité de l'État, c'est leur juridiction exclusive. C'est comme le système immunitaire du corps qui ne fonctionne pas. Ben non, qu'est-ce qui arrive quand... il est gangréné jusque-là. Oui, non, mais comment il appelle ça? Le système immunodéficitaire acquis. Ah, le syndrome. Le syndrome du sida. Le syndrome, hein? Le syndrome immunodéficitaire acquis. C'est ça, le sida, OK? Alors donc, quand le sida est pris, les métastases du cancer, là, ils se mettent à se répandre dans l'appareil d'État, puis ça fait 15 ans que ça dure. Alors, bonne chance pour la suite, si on nettoie pas la place. Mais il faut nettoyer la place, c'est ça que vous êtes... Et puis, malheureusement, on comprend qu'on ne peut même pas compter sur les médias pour aider. Ils ont fait un certain travail, mais ils n'ont jamais rien fait en profondeur. C'est toujours ponctuel. Ouais. On n'a pas... Il n'y a pas de vision globale du dossier. Je vais vous dire quand est-ce que ça va changer. C'est quand ils vont parler du régime libéral plutôt que du Parti libéral. Ben oui, bien sûr. Parce que c'est un régime. C'est un parti au pouvoir avec un réseau d'affairistes. Je sais que sur ce sujet, tu es intarissable. Oui, je le sais. Mais il faut quand même passer à autre chose. Je parle tout seul avec la fenêtre des fois. Écoute, l'affaire Kinder Morgan, Trans Mountain, en Alberta, Colombie-Britannique, est en train de prendre des proportions spectaculaires. Crise constitutionnelle. Ouais. Majeure. Et le gouvernement fédéral, le gouvernement Trudeau, ne sait pas quoi faire. Et il faut dire qu'il est pris dans une situation assez particulière. On en a déjà discuté, donc je vais vous rappeler simplement sommairement les faits. C'est le gouvernement de l'Alberta qui souhaite effectivement, avec la compagnie américaine Kinder Morgan, faire transiter le pétrole de l'Alberta vers la côte du Pacifique pour l'exporter vers les marchés du Pacifique. Alors, la population de la Colombie-Britannique s'y oppose farouchement. Et il n'y a pas juste la population, il y a je veux dire, les Premières Nations, il y a tout un... tu sais, ça brasse là. Et puis, toute la question qui est finalement en jeu, c'est celle de l'acceptabilité sociale du projet. Je te rappelle que le même gouvernement fédéral, du temps du père de Justin Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, avait été obligé de mettre sur pied une commission d'enquête, la commission Burger, dans les années 80, dans les années, 75 même, 80, sur le projet Panarctic qui devait apporter du gaz du delta de la Mackenzie au sud de l'Alberta, aux raffineries. Là. Et le projet n'avait jamais débouché. C'était le premier gros projet qui était bloqué. Et c'est là qu'avait été né le fameux concept de l'acceptabilité sociale.
Et donc... Vous étiez dans l'industrie à cette époque-là? Ben oui. OK, donc vous savez de ça. quoi vous parlez. Ben oui. OK, bon. Parfait. Non, mais c'est important. Moi, je veux savoir qui je parle. Oui, d'accord. OK. Alors, non, je travaillais chez SO, puis c'est elle qui était impliquée le plus. C'est ça. Okay? Donc, ça a évolué depuis. Oui, ça a changé. Alors, donc, ce principe de l'acceptabilité sociale est au cœur de l'opposition de la Colombie-Britannique, de la population de la Colombie-Britannique au projet Trans Mountain de Kinder Morgan. Bon. Alors, le gouvernement fédéral a compétence parce qu'il s'agit d'un ouvrage interprovincial et en vertu de l'article 92.10a de la Constitution, le gouvernement fédéral a compétence... Ça, c'est l'avocat qui sort. OK, allez-y. J'ai rien que des défauts à t'écouter. Non, mais on va simplifier ça pour les gens. Vous êtes trop savants. OK. L'article 92.10 donne au gouvernement fédéral compétence sur les ouvrages interprovinciaux. OK? Ça, c'est un ouvrage interprovincial. Donc, pas question de pouvoir utiliser le pouvoir déclaratoire. Le pouvoir déclaratoire ne peut s'exercer que lorsqu'il s'agit d'un ouvrage entièrement situé à l'intérieur des limites d'une province, mais qui a des implications à l'extérieur de la province. On n'est pas dans ce cas-là. Non. Là, il suffirait qu'il exerce sa compétence. Il suffirait que le gouvernement fédéral exerce sa compétence, mais il n'est pas capable. Il n'est pas capable parce que, politiquement, il n'est pas en mesure de le faire. Bon. Alors, quels sont les recours dont il dispose? Il y en a essentiellement 3. Il y a le pouvoir de réserve et de désaveu. Mais c'est un pouvoir qui n'a pas été utilisé depuis les années 1943, si ma mémoire est fidèle, et plusieurs juristes prétendent qu'il serait tombé en désuétude. Donc, pas question pour le gouvernement fédéral d'autant plus qu'il n'y a pas véritablement de loi provinciale en cause. Le pouvoir de réserve et de désaveu porte sur un projet de loi. OK? Et l'autre solution pour le gouvernement fédéral, c'est de retenir des cotisations ces contributions aux transferts sociaux. C'est une violation de la Constitution. Non, ce n'est pas une violation de la Constitution là-dessus. C'est une technicalité qu'il faut comprendre comme il faut. C'est très important parce que la Constitution ne crée pas une obligation au gouvernement fédéral d'effectuer ces transferts, mais elle dit tout simplement qu'il peut les faire. OK? Et c'est justement en vertu du fait qu'il n'y a pas d'obligation de créer formelle que le gouvernement fédéral pourrait décider de les retenir. C'est ça. Donc, l'État central, c'est un État arbitraire. Voilà. Mais on comprend que s'il s'agissait... Maintenant, devait en arriver là, ça créerait de sérieux problèmes. Et le fait est que entre la province de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, il y a littéralement là un conflit majeur qui met en cause l'autorité du gouvernement fédéral et ultimement l'unité même du Canada. Oui, OK. Alors donc, on est dans la géopolitique de l'énergie. Voilà. Et comment ça a évolué, c'est que à partir du moment où la production pétrolière monte en Alberta, l'Alberta monte en puissance. OK? Mais son pétrole est enclavé. Alors, il faut qu'il le sorte. Et 99% de ces ventes se font aux États-Unis et dans un marché captif. Et donc, il y a un escompte qui est fait sur le baril de pétrole qui est de 15 à 20 $. Donc, l'intérêt de le sortir pour l'amener au niveau de la mer qui amènerait le prix international, juste là, sans augmenter la production de pétrole en Alberta, là, c'est important. Alors, donc, on est dans les intérêts. Alors, les intérêts, on est dans les affaires d'État parce que pour l'Alberta, pour la Colombie-Britannique, à un moment donné, la Constitution, le cadre constitutionnel ne compte plus. C'est-à-dire qu'ils vont jouer les rapports de force pour faire valoir leurs intérêts. Dans le cas de la Colombie-Britannique, pour ce pipeline-là, il y avait déjà eu une entente avec le Parti libéral qui a perdu le pouvoir. Cette entente-là était à l'effet que pour passer l'Alberta, la compagnie avait accepté de payer une redevance
à la province. Ça, c'était déjà une violation de la Constitution. Mais comme le projet était accepté, il n'y a personne qui a rechigné soulever là-dessus. la violation en question. C'est exactement ça. Et là, présentement, il y a une guerre. Là, ça s'en va grave. Là, aujourd'hui même, ils sont en train de considérer de l'Alberta de couper le pétrole qu'ils envoient en Alberta. En Colombie-Britannique. OK? Ouais. Alors donc, vous voyez que le cadre constitutionnel en Colombie-Britannique, ils s'en foutent. OK? Quand on lui dit la Constitution, la compétence est fédérale, tout ça, non, regarde, nous, on a une compétence sur l'environnement et puis on a des grosses questions à se poser, puis on doit clarifier ça et, bousculez-nous pas. OK? Alors donc, vous savez que la semaine passée, la seule députée du Parti vert du Canada, elle a été arrêtée. Oui, et puis il est même question qu'elle soit poursuivie au criminel. Non, c'est ça, non, mais ça va jouer dur, OK? Et là, le problème qu'il y a, Trudeau, c'est que sa base, il y a 16-17 députés là-bas, puis c'est des comtés qui sont contre. Mm-hmm. Alors, il heurterait cette base-là. Dans le cas où il heurte cette base-là, puis l'élection vient l'année prochaine... Il est fait dans ce coin-là. Il est fait dans ce coin-là, mais là, sa base se rétrécit, et là, on peut penser qu'il faudrait qu'il ménage sa base au Québec. Ben oui. Hein? Puis alors, ensuite, parlant du Québec, ce débat-là soulève également un autre débat, qui est celui de la part de la péréquation et de la part que le Québec touche dans la péréquation, parce que l'Alberta considère que c'est elle qui fait tous les sacrifices et c'est pas elle qui bénéficie de la péréquation. Non, Hein? Alors, ça, c'est un autre problème. 24 milliards, 23 milliards? Ben oui, toujours l'année prochaine, hein, il y a une élection en Alberta. Et puis, le Parti conservateur uni, qui était à le Wild Rose, puis le Parti conservateur, finalement, se sont unis. Et les autres sont à 70 % puis c'est assez stable, hein, l'appui au Parti conservateur en Alberta. Hein? Oui, pas mal. OK. Alors, là, eux, ils ont une proposition au programme, dans leur programme électoral, c'est de faire un référendum. Bon, cool. Un référendum sur quoi? Sur la péréquation. Fait qu'écoutez bien ça, parce que ça va devenir très, très intéressant. Parce que ils vont faire un référendum qui va être gagné à la soviétique. Oui, à 90 %. Ah, plus, OK? Parce que les quelques-uns qui vont... Non, ils vont y courir avec des bâtons. C'est ça. Alors donc, ça, c'est classé. Alors donc, eux, on est encore en conflit entre un État et le gouvernement central, l'État arbitraire Ottawa. Pourquoi? Parce que la péréquation, c'est pas une province de décider que le programme fédéral doit être modifié ou annulé. C'est pas leur juridiction. Mais là, ils s'imposent dans un rapport de force. Oui, parce que c'est eux qui payent la facture. Ben oui, c'est ça. Intérêt, rapport de force, est en géopolitique. Voilà. Okay? Il y a une évolution des provinces, les gens doivent comprendre ça. Ils montent en puissance, ils défendent leur intérêt, puis le cadre constitutionnel, ils se tamponnent avec. C'est ça. OK? C'est tout. C'est comme trop, ça. C'est tout. Puis bon, nous autres, on ne surveille pas ça de près, là, mais en réalité, il y a des angles d'incidence où le Québec pourrait rentrer et jouer le jeu pour faire monter les mises. Les enchères. C'est ça. Dans le cas de l'Alberta, écoutez, eux autres, ils ont une étude qui est sortie de 2 jours, là, où de 2007 à 2015, ils estiment que le transfert de richesse qui s'est fait, ce qu'ils reçoivent du fédéral puis qui s'y envoient, c'était 221 milliards. 221 milliards. Comprenez-vous? Les autres, ils ont la moutarde, là. Pourquoi? Puis là, ils voient la péréquation de Big Winner, Québec. The Big Winner, Québec. OK? C'est ça. Alors donc, c'est sûr que... Et les paramètres de la péréquation, en 2019, vont être revus. Oui. C'est-tu le fun? Oui, à tous les 3 ans. Fait que, on a une conjoncture incroyable, mais il faudrait que du côté du mouvement souverainiste, on puisse comprendre cette dynamique-là, puis aller rentrer dans le game et
Oui. Activer un peu la chose. Parce que ça va être le fun, là. Mais bon, ici, c'est vraiment la bouteille d'encre compte tenu de la présence du gouvernement Couillard, qui est pro-canadien puis qui est une vraie lavette. Ah non, c'est... Hein? Bon. OK. Alors, écoutez, voilà, on a fait le tour de la question des actualités nationales. Oui, quelle heure qui est, là? Oui, bien, tu vois, il est 30. Ça a pris 1 heure. 1 heure? Oui. Je l'avais dit, hein? Ben oui, bon, OK, correct. T'avais raison. Non, mais on avait du matériel, là, monsieur le commissaire. Oui, d'accord. Non, c'est peut-être un peu lourd pour les gens, mais c'est important que si on fait cette démonstration-là, on doit le faire avec un minimum de rigueur pour dire, regarde... Oui, c'est pas juste des humeurs, là. Non, on n'est pas dans la business de faire des chroniques d'humeur. Il y a de l'ouvrage, là. OK? On a travaillé notre dossier comme il faut. Donnez-moi la bouteille pour faire la pause. Oui, que je d'accord. prenne un drink. Parfait. Allez, vas-y. OK. Voilà. C'est pas de publicité pour une entreprise étrangère. Non. Bon, on va mettre... Vous buvez pas un petit coup, un petit coup de blanc. Là. Allez. Le monde ne le savent pas. Pour te faire plaisir. C'est pas de l'eau gazeuse, là. Ben voyons. Non, c'est parce que... Pas des rumeurs, là. Actualité internationale. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Écoutez, ça a l'air fou à dire, là, mais on est au bord d'un conflit majeur. Les conditions sont réunies. Pour qu'il y ait des confrontations entre deux puissances nucléaires. Voilà. Okay? Les conditions sont réunies, excusez. Et puis, est-ce qu'ils vont réussir dans leur surenchère à trouver des gens qui vont essayer de calmer le jeu? Parce que là, mais tu sais, Trump ne peut plus reculer. Non, ce qui est frappant, c'est que dans le fond, il y a, à part les Russes là, et les Syriens, il n'y a pas grand monde qui veut calmer le jeu. Au contraire, ils sont tous excités comme des bêtes sauvages assoiffées par le sang, tu sais, et puis qui sont prêts à se jeter sur la Syrie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? Bien, depuis un mois, je vous ai parlé de la Ghouta orientale, cette région qui est un petit peu au nord de Damas, à l'est de Damas plutôt, et qui est acculée, c'est le cas de le dire, à une chaîne de montagnes et dans laquelle s'étaient réfugiés des terroristes. Mais là, il faut savoir que les terroristes en question, c'était pas juste des moudjahidines ou des djihadistes ou des ci ou des ça. Il y avait parmi eux des agents. Et même, on en a trouvé ces jours derniers, là, des Britanniques qui agissaient finalement pour le compte du gouvernement britannique dans l'animation de l'opposition, du terrorisme pour contrer le régime de Damas, de Bachar al-Assad. Pas juste pour contrer, il y avait tous les tunnels. Il allait prendre Damas si les forces américaines et l'autre de la coalition là, déclenchaient le feu d'artifice sur les forces syriennes. À ce moment-là, eux autres, ils rentraient sur Damas. La Ghouta centrale a été évacuée. Il n'en reste plus. OK? Il restait un dernier réduit à Douma, pas loin, et les 4 000 ou 6 000 derniers terroristes et leurs familles ont été évacués au cours des derniers jours. C'est ça. Donc, ça, c'est terminé. Alors, le plan américain, russe, français s'effondre parce que... Pas le plan russe, le plan français, anglais, oui, excuse-moi. américain. S'effondre parce qu'il comptait sur la présence de ces terroristes-là pour ranimer le combat contre Damas et faire chuter Bachar al-Assad à l'occasion Puis livrer l'État à la barbarie. Oui, à l'occasion d'une attaque de missiles contre... C'est ça qui était prévu. Et ce plan-là, il est ruiné parce que... Alors, puis là, ils sont foutus parce qu'ils ont... Et donc, d'où la surenchère. D'où la surenchère. L'histoire du gaz. Parce que quand ça va bien pour l'armée syrienne, il y a toujours une histoire d'armes chimiques qui apparaît. Voilà. Alors, c'est un vieux classique. On l'a vu d'ailleurs on la semaine dernière ou l'autre d'avant. Là, je vous ai expliqué comment les Anglais
C'était même tellement une coutume que c'était devenu une caricature dans leur fameuse série. Ah oui, c'était un remake de l'Irak 2003. Voilà. Alors, c'est exactement ça. Tout ça avait été décodé, on avait donné... L'affaire Skripal, c'était la même chose. C'est un prétexte. Ça arrive comme quand par hasard. Ils perdent pied. Oui, comme ça. Par hasard. Okay. Alors, puis là, on cherche à intervenir avant même d'avoir réuni les preuves. Ben non, on va surtout pas. OK. Okay. Alors, on comprend. Puis non seulement ça, mais on veut s'assurer que on détruise tout de telle façon qu'ils disent les preuves ont été détruites. Bon, mais c'était là pareil. OK? Alors non. On est dans un scénario extrêmement dangereux et ce qui est frappant, c'est de voir comment nos dirigeants, les dirigeants de ces puissances-là, et c'est quand même pas des puissances, on parle des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, qui s'engagent dans une aventure pareille, c'est vraiment inquiétant. Ben, c'est la soumission. Ça fait douter du bon sens de ces gens-là. Bon sens. C'est juste qu'ils sont soumis. Bon. Alors, ils ont tous des choses à cacher. Hein? Trump, à l'heure actuelle, là, il y en a des choses à cacher. Puis il cherche, lui, une diversion. Elizabeth May a des choses à cacher et elle aussi est à la recherche d'une diversion. Le seul qui est un peu hésitant, c'est Macron, qui dit, écoutez, on va frapper, mais vous inquiétez pas, on va pas faire mal. C'est là. C'est là, hein? Ouais. C'est que, faut comprendre, là, la Syrie, là, ça fait partie d'un plan plus vaste, OK, qui est le remodelage du Grand Moyen-Orient, qui, il y avait sur la liste de pays ciblés, l'Irak, la Libye, le Yémen, etc., la Syrie, ensuite ça s'en allait en Iran, et ensuite en Chine et en Russie, parce que là, ils pouvaient faire déplacer, migrer leur groupe de terroristes, foutre le bordel en s'en allant, etc. Et là, ils éliminaient des États qui se dressent contre le globalisme. Grosso modo, c'est ça. On peut résumer ça simplement. Il y a la marche du globalisme qui est une marche de l'empire du chaos. Et puis, les autres qui résistent, qui sont sur des postures souverainistes. Alors, c'est ça qui se confronte au Moyen-Orient. Et la Syrie, pourquoi que le jeu des dominos n'a pas fonctionné, on comprend facilement. Les Russes sont arrivés, se sont interposés parce qu'eux savaient où ça menait, puis que plus loin, ça serait pas mal plus difficile. Bien, ils avaient vécu l'Afghanistan, l'Irak. Oui, la Libye, parce que la Libye, c'est très important, la Libye. Ils s'étaient placés dans une position de neutralité. Oui. OK. Alors là, quand ils ont vu, c'était très clair le plan pour la suite des choses. Et donc, en Syrie, ils s'interposent. Et là, ils font qu'est-ce que les Américains n'ont pas fait en Afghanistan pendant 16 ans. Là. Ils pacifient finalement. Ils éliminent les pions terroristes. Et donc là, à partir du moment où ces pions-là se font éliminer, les commanditaires de ces pions-là doivent se présenter. Et c'est ce qu'on voit là. Ouais. Okay? Là, ils se présentent avec le mus, puis le bateau de guerre, puis l'autre avec son tweet. Trump, c'est extraordinaire. Il dit « Mon missile est plus gros que le tien ». C'est extraordinaire comme... Hey, on est en train de se mettre dans une dynamique qui mène possiblement à une conflagration entre deux puissances nucléaires. Puis c'est une dynamique de petits boulets de cours d'école. Ben non, mais c'est parce qu'il pensait de parler à son actrice 3X, là. Tu sais, ma bite est plus grosse que la sienne. Jean-Claude. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est lui qui est comme ça. Je peux rien. Tu vas faire tomber notre standing. Non, oui, je sais. Il y a du monde qui vont nous quitter, là. Okay? Bon, allez. Patreon! Patreon! Bon. OK. Alors, André, il se demande pourquoi je parle souvent... Hey, André, regardez ça là. Tu te demandes pourquoi souvent je parle avec mes mains? C'est parce qu'on n'a pas de budget pour la traduction pour les sourds et muets. Okay? Alors donc, c'est pour ça qu'on fait d'appel au fond ici. Voilà. OK. Là, c'est une petite pause, mais en réalité... Voilà. Ça se développe, là. Ça se développe. Alors, la Syrie, devant la menace, évidemment, ils ont déplacé tous leurs
leurs effectifs militaires et stratégiques dans des endroits qui sont plus sûrs. Ils se sont mis à l'abri du parapluie russe. C'est ça. Et parce que les Russes, il y avait une déclaration. Les Russes, ils ont bien dit, vous touchez à un seul de nos cheveux. Ils voient, des cheveux de nos gars. Vous êtes... c'est ça, on part après vous. C'est ça. Ils font face à un grand singe avec une grenade à la main. OK? Ça fait qu'à un moment donné, il faut qu'ils disent clairement, voici exactement ce qui va arriver, ce scénario. Si il se passe telle chose, voilà, il y a une réplique. Maintenant, ces politiciens-là qui sont des... Ça se peut pas que l'Occident... ça, c'est un marqueur du déclin de l'Occident, là, de la décadence totale, de voir tous ces politiciens-là basés sur un mensonge du cinéma fait par les terroristes eux-mêmes. Ils ont trouvé d'ailleurs leur studio de maquillage et tout. Et puis... Tu parles des casques blancs de... Oui, des fameux casques blancs. Ouais. OK? Et là, cette gang, c'est des clowns totales, mais ils jouent avec, comme disait Chrétien, ils jouent avec des armes nucléaires, là. C'est ça. Alors donc, les Russes, les seuls qui ont probablement du bon sens, on en a parlé en s'en venant, c'est peut-être que les militaires qui savent exactement, regarde, t'as beau se faire des sparages, mais là, regarde, c'est des vraies bombes, là. Et puis c'est du vrai monde qui vont mourir, OK? Alors donc, parmi les soldats, parce que quand ils bombardent dans 20 000 pieds d'altitude puis qu'ils tuent des milliers de personnes, les Américains, ça ne dérange pas personne, là. Mais là, il y en a qui vont revenir dans des sacs. OK? Ouais. Parce qu'il y a 20 bases russes, américaines, des petites, en Syrie, et sont dans le désert, ils vont se faire calciner. OK? Il y a 5 à 6 000 oui, ils ne représentent rien, là. OK? Ouais. Et puis donc, là, les militaires, entre eux, le canal de communication, c'est là qu'allait l'espoir, là, entre les Américains et les Russes. Bon, ben là, les militaires américains disent, nous autres, on va être obligés d'y aller si le président il donne un ordre, mais les Russes disent, bien, si vous nous touchez, vous avez une riposte, non seulement sur les missiles qui viennent, mais sur... les plateformes de lancement. Les vecteurs, les plateformes de lancement. Fait que là, c'est le feu d'artifice, c'est parti. Les porte-avions en Méditerranée. C'est ça. Fait que là, ils sont en train de discuter, je vous le dis, ils sont en train de discuter pour établir, disons, le carré de sable dans lequel Trump va pouvoir jouer pour sauver la face. C'est mon hypothèse. Oui, mais en même temps, je présume qu'ils sont raisonnables sur au moins ces militaires-là. Oui. Eux autres vont mais bien sûr, mais tu connais les Américains quand ils négocient. Les Américains, ils veulent, en partant, quand ils négocient, je le sais, j'ai négocié assez avec les Américains au cours de ma carrière, ils demandent tout. Puis ils donnent rien. Oui, mais la dernière fois qu'ils ont envoyé des missiles, là, ils les ont envoyés sur une base où il y avait à peu près personne. Sûrement qu'il y avait 0 Russes. Puis sur les 60, il y en a les 2 tiers qui ont été interceptés puis neutralisés. Alors là, on met un chiffre comme ça, là, mais je dirais que cette fois-ci, ils vont en envoyer 150. C'est un chiffre comme ça. Oui, ça a du bon sens. Alors, on règle-tu pour 150? 150 Tomahawk, là. On règle 150 Tomahawk. André, oui. 150 Tomahawk. La semaine prochaine, dans 2 semaines, on va savoir... Maintenant, on va sortir le tape, c'est ça, parce que... Il faut savoir que si ça va à plus que 1000, oui. tu ne sortiras plus rien. Bon. Alors, il faut quand même savoir que les Russes ont intérêt à faire la démonstration que leur système de défense qu'ils ont mis en place sont efficaces. Oui, mais pas toutes déployées. Alors, il faut toujours garder... quelques cartes, que ça vienne sérieux. Par devers soi. Mais en même temps, tu sais, c'est leur réputation qui est en jeu. Et ils ont réussi, au cours des dernières années, à se tailler toute une crédibilité dans la fourniture d'armes stratégiques et notamment des missiles antimissiles. Ouais. Et puis, alors, ils vont... c'est finalement leur fonds de commerce qui est en jeu, puis pour l'économie russe, c'est très important. Donc, ils vont essayer d'en abattre le plus possible. Oui, c'est ça. Alors, sur les 150, s'il y en a... calcule que s'il y en a 110 qui passent, qui se font frapper, ça établit quand même la crédibilité de la force de défense des Russes. Alors, ça va jouer comme ça aussi. Hein? Et ensuite, il ne faut pas non plus que ça ait l'air d'une défaite pour les Russes, ni pour les Syriens d'ailleurs.
Alors, tu sais, ça devient difficile de concilier les besoins de sauvegarder la face des uns et des autres dans une situation comme celle-là. Alors, les Américains cherchent évidemment à sauver la face de Trump. De Trump, mais les Russes, en même temps, cherchent à sauver la face qu'ils ne sont pas... tu sais, ce qu'ils font, ils le font sérieusement. Bien, c'est évident. Alors, tout ça va rentrer en ligne de compte et donc, ce qui est épouvantable, c'est de penser que ça peut se passer là, autour dans les 72 prochaines heures. Oui, puis ça, c'est la dernière tentative pour disons, les Américains, les Anglo-Saxons, et puis ceux qui sont autour d'Arabie Saoudite. La France, le chien poodle qui suit le pitbull, c'est... méchant déclin, OK? Oui. Et là, ce qui va venir, c'est... Ce que j'ai lu à un moment donné, c'était qu'au mois de janvier, il y a eu une réunion secrète. Oui, je me souviens. Avec les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'OTAN, pour dessiner la constitution de la Syrie. Oui. Okay? On n'était pas dans le cadre de la Charte des Nations Unies, le respect de la souveraineté des États, là. OK? Et donc, ça... D'après moi, après le feu d'artifice, c'est ce qui va venir comme proposition. Ça suppose quoi? Ça suppose que le peuple... Tu sais, pour que cette proposition-là arrive sur la table, il faut qu'il y ait, comme tu le sais si bien toi-même, parce que tu en parles souvent, il faut qu'il y ait un rapport de force qui le permette. Tu ne peux pas demander quelque chose quand tu n'as rien dans les mains. Le statut doit refléter les rapports de force en présence. Voilà. Et là, après le feu d'artifice, en réalité, ça va être la défaite. OK? Va être... Alors, la défaite pour qui? C'est pour l'axe du bien. Oui. C'est ça. Maintenant, cette constitution-là, c'est la violation de la Charte des Nations Unies parce que ça suppose que c'est eux autres qui vont comme nommer le président. C'est plus Assad qui est là, c'est plus le peuple qui choisit son dirigeant. Et alors, partition territoriale. Ça heurte de plein front la doctrine de Poutine. Oui, qui est une doctrine souverainiste. Souverainiste. On parle de la souveraineté du territoire puis de la souveraineté du peuple. Jamais les Russes ne pourront accepter ça. Puis c'est la résolution du Conseil de sécurité 2254, exactement celle-là. Puis c'est celle-là que les Russes ont fini par imposer à un moment donné. Puis là, ils sont pognés avec. Et c'est pour ça que les États-Unis sortent du cadre de la Charte. Vous savez, quand ils ont voulu parler des armes chimiques, ils ont dit « on va faire une commission indépendante ». Ben oui. Commission indépendante. C'est comme vous êtes accusé au tribunal, vous dites, on va faire un tribunal sur le côté, nous autres. Puis, alors, ce qu'il y a de nouveau, puis vraiment, c'est nouveau, c'est que pour une fois, ce sont les Russes qui contrôlent la scène du crime. Ah oui. OK? Ce sont les Russes qui sont maîtres de la scène du crime. Ils ont invité les gens de l'OPCW, là, le fameux organisme international. Dans le cadre de l'institution des Nations Unies. Des Nations Unies. Celle-là, ils vont faire des inspections. Ils ont fait des inspections eux-mêmes, ils n'ont relevé rien. Mais c'est ça la procédure. Mais c'est la première fois que les Russes se retrouvent dans une situation où c'est eux qui imposent le cadre. Qui ont le contrôle de la scène du crime. Quand tu regardes ce qui s'est passé en Ukraine, là, la chute de l'avion, ils ne contrôlaient pas la scène du crime. Ouais. OK? Et là, ils la contrôlent. Alors, évidemment, ça empêche le camp adverse, les Français, les Russes, pas les Russes, les Américains et les Britanniques, d'imposer leur narration. Ben oui, c'est ça. Mais ils ont une parade de guerre basée sur des vidéos fabriquées en studio par l'aile de propagande des terroristes. Alors, c'est pas pire, celle-là. Oui. Okay? Pas pire. Toute cette crise-là... Les terroristes ont le pouvoir de mettre toutes ces forces-là en jeu pour venir à leur rescousse. Pas pire, celle-là. Ouais. Buzz. Oui, buzz. OK. C'est-tu le déclin de l'Occident? Ben oui, c'est le déclin, pas à peu près. Sacrément. Bon. Alors, c'est un marqueur, disons. OK. Puis là, il faut regarder
la situation dans laquelle se trouvent ces trois joueurs-là. Les États-Unis, on le sait, c'est une situation pourrie au possible. C'est une situation ou bien de guerre civile larvée, ou bien de coup d'État larvé. Bon, c'est un peu des deux, hein? Une guerre civile à l'intérieur des institutions. C'est ça que c'est. Il y a un coup d'État en préparation. Dans le champ juridique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, là, on parle carrément, avec le départ du speaker Paul Ryan, on parle carrément là, de la voie de l'impeachment qui vient de s'ouvrir pour Trump. Oui, c'est ça. Okay? La seule chose qui peut le sauver, c'est qu'il frappe vraiment en série. Qu'est-ce que c'est l'impeachment? Là, ils vont dire, dans un cas comme celui de Trump, c'est carrément un coup d'État. OK? Ils tiennent-tu par les couillonnes? Oui. Il n'y a pas juste la grande blonde, là. Non. Il y en a d'autres qui tiennent par les couillonnes. Bon, le Royaume-Uni, pauvre Madame Theresa May, elle est dans le trouble, son pays est en train de s'effondrer, littéralement. Menace d'éclater. Et puis, elle n'a pas su négocier correctement le Brexit. Elle cherche à abrier ses erreurs. Et ça va pas bien du tout. La France, on n'en parle pas. C'est un désastre. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est une espèce de territoire qui est sous protectorat américain. C'est tout. Quelle descente. Quelle déchéance. Incroyable. OK? Quand on pense, par exemple, tu sais, il faut quand même... On revient encore toujours à De Gaulle, mais bon, parce qu'on n'a pas le choix. C'est lui qui a établi les critères. La barre est haute. La barre est haute, hein? Ouh là 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 là. Et puis, on en est loin. Les autres font du limbo. Ça en est, cette danse-là. On baissait la barre tout le temps, puis ils passent en dessous, passent en dessous. Les autres sont rendus au plancher. Ils passent en dessous du tapis. C'est fort. C'est pas rien. Ouais. Ah non, c'est... Alors, en face de ça, tu as la Russie, l'Iran et la Chine. Qu'est-ce que tu veux quand tu les regardes? Tu es obligé de constater qu'ils sont dans une meilleure situation. Tu sais, Poutine vient d'être réélu avec un mandat très fort en Russie. C'est pas un État qui est au bord de l'éclatement. Pas du tout, au contraire. Tu prends l'Iran. On a beau avoir tenté de déstabiliser l'Iran par tous les moyens au cours des 30 dernières années, on n'y est pas parvenu. OK? Et l'Iran, sur le plan politique, affiche une santé qui est insultante même pour ces gens-là, pour ceux qui ont essayé de la déstabiliser. Quant à la Chine, elle est vraiment au-dessus de ses affaires. Puis la menace des Américains puis des autres autour, ils ont fait que, forcément, les différends qu'il va avoir la Chine, puis la Russie, puis l'Iran sur des enjeux plus secondaires, là, on tombait dans l'existentiel. Ouais. Fait que... OK? Et alors, eux, ils ont le levier de l'Eurasie. Voilà. C'est puissant. C'est puissant, parce que les gens... parce que c'est la région du monde qui va connaître le plus grand développement au cours des 50 prochaines années. Ben oui, avec des leviers de puissance incroyables. Le monde, ils n'ont pas d'idée à quelle vitesse la Chine peut se déployer économiquement au niveau des infrastructures, etc. Elle est en train de le faire. Ben oui, c'est ça. Alors, dans 10 ans, dans 15 ans, tout ça va lever. Puis les autres, pendant ce temps-là, ils pilent les dettes. Puis, moi, je me souviens, écoute, on rigole de ça, mais quand on parlait dans les années 60, 70, là, des petits Chinois de la Sainte-Enfance, là, tout le monde se faisait un sacrifice de 25 cents pour envoyer aux petits Chinois. Ouais. Et comprends-tu qu'ils peuvent nous acheter puis nous revendre à crédit n'importe quand? Non, c'est ça. Puis là, en tout cas, il y a un basculement du monde unipolaire qui est né de la chute, de l'implosion de l'URSS dans les années 90, puis que là, la puissance américaine était toute seule, puis là, bon, ils voyaient les horizons, et puis c'est là qu'ils ont commencé leur marche pour s'en aller, l'empire du chaos, OK? Tout ce qui allait résister allait sauter, c'est fini, OK? Sauf que là, la Russie a réussi à s'édifier de l'intérieur grâce à Poutine, puis sa vision de l'État. C'est ça qui arrive. Puis là, surprise, fait que là, ils ont une puissance militaire
qui s'oppose, qui est la Russie, puis ils ont une puissance financière de l'autre côté, la Chine. Voilà. OK? Fait que là, c'est deux-là qui arrivent. Alors, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a du monde qui... Vous savez, l'État américain, c'est comme un peu un non-État. C'est un État zombie, OK? C'est habité par des esprits malins. OK? Alors, ces esprits malins-là, puis c'est pas une figure de style, là, c'est vraiment ça. Et eux autres, là, dans leur folie, là, ils dominent. Vous ne pouvez pas les ajuster à la réalité des rapports de force en présence maintenant. Et puis, il y a des gens qui ont sur eux une influence absolument incroyable. C'est Israël. Ben oui, parce que c'est une politique qu'on voit, c'est tout en fonction des intérêts d'Israël, Israël a peut-être des raisons de craindre pour sa sécurité, mais en même temps, elle a comme un plan, c'est sa doctrine d'État, qui est un territoire beaucoup plus élargi que l'Israël qu'on voit là. Okay? Là, ça suppose que ça va brasser. Ça suppose qu'il arrive à neutraliser des forces d'un axe de résistance, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Alors donc, c'est dans ce jeu-là qu'on est. Puis là, à un moment donné, il y a des dimensions bibliques là-dedans. Carrément. Hein? C'est pas du rationnel, là. Non, carrément. C'est du monde qui pense qu'on va passer par une espèce de Armageddon pour voir apparaître le Messie. Les rêtes Israël, le grand Israël, du temps de la Bible. C'est pas rassurant. Ben, chose certaine, c'est que quand tu regardes la croissance de leur territoire depuis 1948, il faut comprendre que le territoire d'Israël, là, en 1948, il lui a été donné, concédé, si on veut, par les grandes puissances aux Nations Unies. Avant ça, la Palestine était sous mandat britannique pour partie, et puis sous mandat français pour l'autre partie. C'est ça. Fait que, alors... d'accord, raisonnablement, est-ce qu'ils peuvent finir par s'entendre? J'en doute fort. Pour être allé sur place et d'avoir vu... Non, parce qu'il y a le retour des réfugiés, non. Les colons qui sont déjà installés, il faudrait tout sortir. Ce sont ce qu'on appelle des intérêts irréconciliables. C'est ça. C'est pour ça que on a là des puissances de feu nucléaire autour de cette problématique-là. Puis, regarde... Puis le feu est aux poudres. C'est ça. Alors, donc, il peut-il y avoir un arrangement, mettons, entre les deux grandes puissances pour dire, voici le cadre, puis Israël ne va pas se soumettre à ça, là. Non. Ils ne se sont jamais soumis à ces... Et puis les Russes ne le feront pas ça, de toute façon. Alors donc, qui peut leur garantir leur sécurité? C'est une question... On est dans une situation où toutes les parties impliquées, sauf évidemment certainement du côté de l'Occident, là, ce qu'on appelle traditionnellement l'Occident, là, les pays de l'OTAN, etc. Le monde libre. Oui, c'est ça. S'en souvenez-vous de ça? Oui, bien sûr. Le monde libre. OK. L'autre bord, c'est le rideau de fer. Voilà. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une progression d'État totalitaire avec la censure. André peut nous en parler, hein? C'est ça. Puis la manipulation totale, parce que là, qu'est-ce qu'on voit, c'est l'abandon de toute éthique journalistique concernant la couverture de ces événements-là qui se déroulent puis qui pourraient amener à un conflit entre deux puissances nucléaires, on le répète. Et là, c'est la démission totale. Ben non, mais on est carrément rendu dans la propagande. Il n'y a plus d'information. Non, c'est ça. Alors donc... On n'est plus dans l'information, on est dans la propagande. L'autre monde, derrière le rideau de fer qu'on nous décrivait, là, ben, là, on dirait que les pôles se sont inversés, et puis c'est nous qui vivons. Sauf qu'à l'époque, les Russes savaient que la Pravda, c'était de la propagande. Ouais. Mais ici, là, si vous circulez, là... Il n'y a pas grand monde qui sait que de la presse, c'est de la propagande. Dans ce cas-là. Quoique, juste pour finir, sur l'attaque aux armes chimiques, lundi, j'écoutais la joute. Luc Lavoie, là, il aborde ce sujet-là. J'ai dit, bon, ils vont arriver encore, que regarde, ma méchant Assad. Ben non. Il dit, moi, je suis pas convaincu de ça pantoute. Il dit, moi, j'ai des gros doutes. Il dit, pourquoi qu'il aurait fait ça? Il est en train de gagner. Puis les autres qui sont là, c'est qui ce monde-là? C'est la source, ça. Il dit, c'est pas...
J'en revenais pas! Ben oui, il y a des gens qui commencent à comprendre. Ben oui, surtout que celui-là est poussé trop Et puis, loin. Loïc Tassé, un autre journaliste du Journal de Montréal, de l'Écurie québécois. Oui. Un peu dans le même sens. Elle est exactement dans le même sens, lundi. Il y a peut-être un espoir, là, parce que j'ai commencé à voir attaque chimique alléguée. Oui. Et intéressant aussi de noter que, pour l'instant, il ne semble pas que le Canada fera partie d'un quelconque contingent qui participera aux frappes contre la Syrie. Ouais, peut-être parce qu'il leur manque des bateaux de ravitaillement. Oui, entre autres. Ouais, ça peut être ça. Il aurait pu avoir de la Davy, mais... Ou des avions assez modernes. Oui, parce qu'ils arrivent là avec leur minoune. Oui, c'est ça. Les F-18. Alors, c'est... Nous voilà! On termine-tu là? On va terminer, Okay. Juste pour rappeler que l'affaire Skripal, dans tout ça, a complètement disparu. Hein? Oh, oui. Hein? Ils sont venus en santé. Il y a 10 jours, là, on ne parlait que de ça. Ouais. Puis d'un seul coup, là, à cause de ce qui se passe, l'affaire Skripal, plus personne qui en parle. Hey, j'ai vu une espèce de communiqué humoristique. Oui. Toutes les hypothèses qui passent une après l'autre, là. Ils ont été empoisonnés là. Puis ce gaz-là, supposément, c'est... À chaque place! Alors, non seulement ça n'a pas été mortel, mais il y a la jeune fille qui je le sais, mais... qui est sortie de l'hôpital. Puis là, ça finit qu'un chat. Et puis, le monsieur Skripal lui-même. Ouais. Parce que... Mais par contre, les chats sont morts. Oh, non, mais ils sont morts de faim. Oui, qu'on dit. Mais dans le fond, ils sont morts, ça fait bien l'affaire de parce que c'est eux... Non, mais ils ont tout de suite brûlé. Ben oui. Ben oui, ils sont morts de faim. Ouais. Dans une maison qui se posait avoir eu ce poison-là, qui a rendu malade un policier. Voilà. On a de la misère à suivre. Voilà. Bon, alors écoutez, on a fait... On s'excuse pour la grippe, là. Oui. Ça devait être désagréable par moment, là. En tout cas, André nous a enduré parce que lui-même... Merci à tous. Bon. Ouais. Alors, on veut vous remercier de nous avoir endurés. Ben oui. Et surtout, on espère que, malgré tout, vous avez réussi à attraper quelques bribes ici et là qui vont vous permettre d'avoir une idée plus claire sur la façon dont les enjeux se jouent. Oui. Parce que ce soit au niveau national ou international. C'est peut-être que la prochaine étape qu'on va se revoir, le feu d'artifice va avoir eu lieu. Oui, le feu d'artifice aura vraisemblablement eu lieu, ou bien alors il n'aura pas eu lieu du tout. Et à ce moment-là, ça sera la perte de toute crédibilité de l'Occident. 150 tomahawks. Oui, OK. C'est mon chiffre. On a compris. Alors, bonne semaine à tous. Et puis, on souhaite que vous serez de nouveau la semaine prochaine. Et bonne semaine. On vous rappelle que c'était Point de bascule, édition du mercredi 11 avril 2018.